Alors bonjour à tous, bienvenue sur Enquête et Débat pour un nouveau débat économique. Et alors cette fois-ci on innove un peu puisque c'est en public pour la première fois. Donc on va voir comment ça va se passer. Il y aura 1 heure de débat entre les 2 intervenants. Vous allez découvrir le thème juste après. Et ensuite 1 demi-heure consacrée aux questions. Alors ce débat est rendu possible par Yves qui est ici. Est-ce que tu peux présenter rapidement ton association, Coucou Watcher, et dire en quoi ça consiste? Alors, Coucou Watcher est une plateforme libérale qui organise des événements permettant à différents think tanks et instituts de s'exprimer en public. Donc on prête des salles. Aujourd'hui c'est la galerie, je ne dirais pas le nom, parce qu'il y a certaines règles. Nous avons aussi créé un catalogue sur internet que vous pouvez trouver à coucouwatcher.com où sont sélectionnés différents think tanks libéraux et instituts, ainsi qu'un moteur de recherche. Voilà. Donc vous tapez dans Google Coucou comme l'oiseau, voilà, et Watcher, et vous allez tomber sur la plateforme de Yves. Et maintenant, place au débat. Messieurs, c'est à vous. Celui qui veut commencer doit avoir l'autre qui appuie sur son bouton. Donc, qui veut commencer? Il faut d'abord qu'on soit sur le thème, c'est propriété, entreprise, propriété, responsabilité et mondialisation, c'est bien ça. Et crise. Et crise. Et crise, ah oui, et crise, oui. C'est un thème général et après vous allez pouvoir l'aborder selon la controverse qui vous anime. Donc, qui veut commencer entre vous? Monsieur Salah. Donc, Monsieur Robet va pouvoir appuyer sur son bouton et ce sera parti. Alors, nous avons à discuter d'un thème très vaste, puisque nous devons parler d'entreprise, propriété, responsabilité et crise. Alors, pour le moment, je voudrais laisser de côté la crise, même si c'est un thème qui m'est cher, parce que j'ai récemment écrit un livre qui s'appelle « Revenir au capitalisme pour éviter les crises », ce qui montre bien que pour moi, il y a une relation entre ces différents termes, puisque le capitalisme, bien évidemment, ça concerne entre autres choses les entreprises, mais je dirais plutôt plus précisément la propriété. Et pour ma part, je définis le capitalisme comme un système de droit de propriété légitime. Alors, le droit de propriété, je crois, un concept qui est absolument central pour non seulement notre débat, mais je pense pour tout débat. Je pense qu'il est toujours indispensable de rechercher comment les droits de propriété sont définis, quel est leur rôle. Et si précisément je défends le capitalisme, c'est parce que c'est un système où les droits de propriété sont à la fois bien définis, clairs, et par ailleurs définis d'une manière qui est conforme à l'éthique. Et l'une des raisons pour cela, c'est que je crois que la propriété, elle est liée au caractère créateur de l'homme. Celui qui est propriétaire d'une chose est propriétaire légitime dans la mesure où cette chose est le résultat de son effort créateur. Et donc ceci me paraît tout à fait important, et c'est pourquoi je pense que il y a une liaison absolument indissoluble entre la liberté, qui est la liberté d'agir, la liberté de posséder sa propre personne, la propriété et la responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité sans propriété. Donc, je crois qu'il faut défendre le système capitaliste pour cette raison, et qu'il faut, le plus possible, essayer de revenir vers une situation dont nous sommes très loin, malheureusement, où l'entreprise peut agir librement, parce que l'entreprise est un lieu de responsabilité, de propriété.
j'ai peut-être eu tort d'ailleurs de dire, ou l'entreprise agit librement, parce que l'entreprise c'est une abstraction, c'est un ensemble de contrats, et je préfère pour ma part parler des entrepreneurs, des salariés, etc., que parler de l'entreprise. Je crois qu'il faut éviter d'accorder une volonté, une capacité à agir à des abstractions. Merci pour cette entrée en matière. Je crois que déjà on a un point de départ assez différent. C'est-à-dire que moi, ce qui est mon point de départ, c'est pas du tout une défense ou une attaque contre le capitalisme, c'est l'idée libérale. Et l'idée libérale, c'est une idée qui tient à l'individu, à la primauté de l'individu avant tout, et au fait que les institutions sont là pour les individus et non pas l'inverse. Et donc de ce point de vue-là, le système qui pour moi doit être le système de référence, c'est le système qui donne le plus de liberté possible à l'individu. Et ça passe effectivement par une protection de ses droits de propriété, mais aussi par le respect des contrats des deux côtés, du côté du débiteur et du côté du créancier. Et puis, ça a une double conséquence, c'est-à-dire que dans le domaine de l'économie, c'est la plus grande liberté pour tous. C'est sur ces principes-là que sont fondés le principe de la liberté d'entreprise, qui est un principe libéral, qui est un principe absolument fondamental. Mais il y a l'idée libérale se décompose aussi dans une deuxième dimension, qui est la dimension politique. C'est-à-dire qu'il y a, j'allais dire malheureusement, mais c'est ni malheureux ni heureux, c'est comme ça. Il y a des institutions avec lesquelles il faut faire, qui sont absolument nécessaires, ne serait-ce par exemple que pour protéger les droits de propriété et pour mettre en œuvre les contrats, ce sont les institutions de l'État. Et à partir du moment où on a des institutions et que la primauté c'est l'individu, il faut bien des règles pour que les institutions fonctionnent de la manière la plus libérale possible. Et de ce point de vue-là, et c'est l'origine de notre controverse dans un journal quotidien des affaires, je suis en total désaccord avec l'idée que les actionnaires soient propriétaires des entreprises. Pour plusieurs raisons, c'est assez facilement démontrable. Déjà, d'une certaine manière, enfin, ça vient d'être dit, l'entreprise est une abstraction. Et pour un juriste, c'est ni un objet ni un sujet de droit. Donc comme ce n'est pas un objet de droit, on ne peut pas en être propriétaire. Donc les propriétaires peuvent tout simplement pas être propriétaires d'une entreprise puisqu'elle n'existe pas en droit. Ce dont sont propriétaires les actionnaires, ce sont les actions. Et les actions, on parle de grandes entreprises, donc détenues par des sociétés commerciales qui ont émis des actions. Si ces actions sont cotées, elles ont une particularité qui est d'emporter une limitation de responsabilité. Donc, c'est bien beau de parler de droit de propriété et de responsabilité et de dire qu'il faut revenir à ces principes, car là est la base d'un système capitaliste, je préfère dire libéral, certes, mais précisément, l'ensemble des grandes entreprises sont fondées sur un principe qui est celui de l'irresponsabilité des actionnaires, et qui n'ont aucun droit de propriété sur l'entreprise, et qui, de ce point de vue-là, n'ont pas les prérogatives du propriétaire sur l'entreprise. Si tel était le cas, ça voudrait dire que dans notre système, on peut être propriétaire de quelque chose sans en être responsable. C'est pour moi l'abomination de la désolation quand on est un vrai libéral. Il y a deux points sur lesquels j'aimerais rebondir après ce que vous venez de dire. Tout d'abord, vous dites que vous reconnaissez les principes libéraux, la primauté de l'individu, etc. Je dois dire que je n'en suis pas tout à fait certain en vous lisant, parce que la lecture, me semble-t-il, qu'on peut faire de ce que vous écrivez, c'est qu'il y a malheureusement des entreprises, en particulier multinationales, qui ne permettent pas à l'État de se déployer. Alors il faudra qu'on revienne surtout sur ce point. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est plutôt sur autre chose. D'abord, vous dites il y a une dimension politique, des institutions sont nécessaires. Je ne crois pas. Ce qui est nécessaire, c'est le droit. Et le droit, ce n'est pas une institution. Or, le droit peut très bien exister et a existé dans beaucoup de sociétés en l'absence d'institutions. Le droit qui est nécessaire pour que fonctionne un système libre, c'est d'abord, bien évidemment, la reconnaissance du droit de propriété, la reconnaissance de la liberté des contrats et la responsabilité. Il suffit de quelques principes généraux pour qu'un système fonctionne parfaitement. Et je vous rappelle qu'il y a une tradition juridique importante qui est celle du monde anglo-saxon,
qui est la tradition jurisprudentielle, dans laquelle ce n'est pas l'État qui fait le droit, donc il n'y a pas besoin d'une institution étatique, mais c'est le juge qui dit le droit, le principe étant supérieur à la fois au juge et puis aux personnes concernées par le droit. Donc il n'y a pas du tout besoin, de ce point de vue-là, d'institution. Le deuxième point sur lequel je voudrais rebondir, c'est lorsque vous dites qu'il n'y a pas de droit de propriété des actionnaires. Cela me paraît tout à fait aberrant, parce qu'ils sont propriétaires de quelque chose. Alors bien sûr, c'est peut-être une facilité de langage que l'on peut critiquer pour les raisons même que j'ai données, de dire qu'ils sont propriétaires de l'entreprise, mais qu'est-ce qu'on entend quand on dit que quelqu'un, en tant qu'actionnaire, est propriétaire partiel d'une entreprise? Eh bien tout simplement qu'il a un droit de propriété sur les résultats de l'entreprise. Il est le titulaire du profit. Et si l'entreprise fait faillite, eh bien, il perd évidemment ses droits de propriété. Alors, vous savez bien, quand une entreprise fait faillite, on essaye de vendre les actifs pour pouvoir dédommager, mais non pas d'abord l'actionnaire, d'autres personnes et les créanciers. Mais ce qui est fondamental dans le droit de propriété sur l'entreprise, ce n'est pas tellement justement les actifs physiques, car les actifs physiques, ils ont plus ou moins de valeur selon l'usage qu'on en fait. Ce qui est fondamental, c'est ce droit à recevoir le revenu résiduel. Donc il y a un droit de propriété qui est tout à fait clair, qui est le fondement même du système capitaliste et qui est le fondement de la responsabilité. Et je suis d'autant plus surpris que vous disiez cela, qu'une fois de plus, j'ai le sentiment, peut-être erroné, mais le sentiment que vous êtes un défenseur des institutions étatiques, que vous idéalisez. Alors là, je serais tenté de vous dire, mais c'est dans le cadre de l'État qu'il n'y a pas de droit de propriété. Et c'est ça, justement, la monstruosité. Personne n'est propriétaire de l'État. Donc on est dans le monde de la barbarie. Tout est rapport de force. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de droit. Tout ce que fait l'État est arbitraire. Par rapport à cela, eh bien, l'entreprise représente un lieu, au contraire, de paix et de civilisation. Je crois que nous ne vivons pas dans le même monde. Non, je ne crois pas. Si nous sortons de cette charmante galerie et que nous allons dans la rue, nous sommes relativement libres d'aller et de venir. Nous allons, moi, récupérer mon scooter, vous, peut-être votre voiture, et nos droits de propriété auront été protégés parce qu'il existe un système institutionnel, des forces de police, une armée, et que sans ces institutions, les droits de propriété n'existent tout simplement pas. Et le référent par rapport aux États-Unis et la différence entre un droit qui serait un droit codifié et un droit jurisprudentiel, ça ne change strictement rien. Que fait un juge quand il prend une décision? Un juge donne un ordre à des forces de faire exécuter la décision qu'il a prise. Quand il appose sa signature au bas du jugement, il dit voilà, j'ai tranché en vertu du droit, en conséquence de quoi X doit récupérer tel actif, Y doit rendre tel actif. Et c'est parce que derrière il y a des forces de police, un shérif ou quelle que soit l'organisation de l'État, que les droits de propriété peuvent être respectés. Sans institution, il n'y a pas de propriété, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de liberté individuelle. Et si vous voulez vous en convaincre, c'est très simple. Vous déménagez, vous allez dans les charmantes banlieues qui entourent Paris, vous prenez un appartement et vous verrez que quand le lendemain vous voulez récupérer votre voiture qui aura été brûlée parce que vous voulez vous plaindre, parce que votre épouse ou votre femme aura été violée et que vous allez dans un commissariat qui a brûlé dans la nuit, vous verrez que sans les institutions, vos droits de propriété, vos libertés ne valent pas cher. Ça, c'est le premier point. Après, sur la propriété, je n'ai jamais dit que les actionnaires ne sont pas des propriétaires. Les actionnaires sont propriétaires des actions. Mais ça ne fait pas d'eux les propriétaires des entreprises. Ils sont propriétaires d'actions qui sont émises par des sociétés commerciales, au titre desquelles ils ont deux droits, enfin deux types de droits. Un droit politique qui est celui de participer aux assemblées d'actionnaires pour prendre un certain nombre de décisions, qui sont d'ailleurs relativement limitées dans leur ampleur. Et puis un droit qui est le droit de percevoir des dividendes quand ils sont votés. C'est tout. Voilà, ils sont propriétaires de ce type de droit. Et si on veut faire une analyse rigoureuse, et pas faire des approximations en disant ça revient au même, ben non, soyons rigoureux.
Et je pense que c'est important de faire des analyses rigoureuses si on veut vraiment se mettre d'accord sur un langage commun pour pousser les analyses et voir sur quel temps on peut se mettre d'accord ou pas, y compris dans le cadre d'une réflexion sur ce qui est purement et simplement le libéralisme. Je me considère comme libéral, encore une fois, donc on devrait pouvoir arriver à un langage commun sans sans plus de précision dans le langage. C'est fondamentalement impossible. La position de l'actionnaire dans la structuration juridique de l'entreprise, c'est effectivement celle d'être le créancier résiduel, le créancier le plus subordonné. Donc de ce point de vue-là, il joue un rôle fondamental dans les entreprises, parce qu'il faut bien que quelqu'un prenne ce risque résiduel, et ce risque, il est difficile à rémunérer, parce qu'il ne peut être rémunéré que par ce qui reste après que la rémunération de tous les autres facteurs de production soit intervenue, mais c'est tout. Et ce droit sur les actions ne se ramène pas à un droit de propriété, un droit subjectif sur l'entreprise dont on peut faire ce qu'on veut. Et cette différence est tout à fait fondamentale, parce que de cette erreur répandue selon laquelle les actionnaires seraient propriétaires des entreprises découle la théorie de l'agence. Et la théorie de l'agence, c'est les mandataires sociaux, les dirigeants des entreprises sont en fait les agents, les employés, les commis des actionnaires, et donc ne doivent servir que les intérêts des actionnaires. Et du coup, la totalité des entreprises d'une certaine importance voient leur pratique interne totalement finalisée au profit d'une seule des parties prenantes de l'entreprise. Et ça, c'est dramatique, parce que ça impose du coup à l'État, dont on voudrait qu'il perde en importance, d'intervenir de l'extérieur pour corriger toutes les conséquences négatives que ce mode de fonctionnement de l'entreprise a pu générer. Donc cette erreur de base, qui semble être une espèce de chicaillerie juridique, a vraiment une grande importance à la fois sur l'analyse en économie et sur ses conséquences en termes politiques. Là encore, deux thèmes sur lesquels je voudrais rebondir. Le premier, c'est lorsque vous parlez des institutions et que vous dites que les institutions sont nécessaires. Une fois de plus, c'est pas ce qui est nécessaire, bien entendu, c'est qu'il puisse y avoir des juges, qu'il puisse y avoir exécution des jugements, mais cela n'implique absolument pas l'institution étatique. L'institution étatique, elle peut se définir comme une institution qui a le monopole de la contrainte. Alors, je trouve d'ailleurs paradoxal que les États prétendent lutter contre les monopoles privés, qui n'existent que rarement et toujours de manière très provisoire, alors que les seuls véritables monopoles, c'est l'État. Et le monopole, il est dangereux, ça c'est sûr, c'est sûr. Et donc on donne à l'État, ou l'État prend plutôt par lui-même, le monopole de ce qu'il appelle la sécurité, la justice, etc. Mais tous ces gens sont irresponsables, les juges sont irresponsables. Vous me citez, du point de vue de la sécurité, les banlieues, c'est bien la preuve que l'État n'est pas capable de faire son boulot. Dans un monde où il n'y aurait pas d'institution étatique, bien évidemment, les êtres humains s'arrangeraient pour payer des agences de sécurité, des juges, etc. Et peu à peu, on sélectionnerait les meilleurs sur qui on peut faire confiance. Mais ceci est peut-être un débat qui nous amène un peu trop loin. Je reviens donc au problème des droits de propriété. Pour vous redire d'ailleurs que, une fois de plus, ce qui me paraît étonnant, c'est que justement, une structure qui a autant d'importance que l'État, en France, l'État, il absorbe 50% des ressources produites par les individus, c'est quand même quelque chose d'absolument considérable. Et vous n'allez pas me dire que ces 50% sont justifiés par les missions de sécurité, que précisément l'État remplit fort mal. Nous le savons fort bien, n'est-ce pas ? Donc, cet État, il est purement et simplement un jeu de pouvoir. Il n'y a pas d'actionnaire de l'État. Là, il y aurait des droits de propriété, des vrais, parce que l'action est un droit de propriété, je suis désolé. Si j'étais actionnaire de l'État français, je vendrais rapidement mes actions parce que c'est un mauvais placement. Et je pense d'ailleurs que malheureusement ces actions elles auraient peu de valeur. Mais c'est un système sans droit de propriété. Alors si vous voulez me parler d'un système sans droit de propriété, parlez-moi de l'État. L'État, c'est la contrainte. Un point, c'est tout. Et je suis très surpris quand vous parlez, peut-être que vous ne l'avez pas dit d'ailleurs dans notre débat tout à l'heure ou dans vos écrits, quand vous dites que, quand vous expliquez que les entreprises
sont des lieux de pouvoir qui battent en brèche les pouvoirs étatiques. Là, vous faites une confusion majeure, excusez-moi, parce que il faut bien savoir ce que l'on définit par pouvoir. Le pouvoir, c'est l'exercice de la contrainte. Qui a le droit d'exercer la contrainte dans nos sociétés? C'est l'État, c'est pas les entreprises. Les entreprises, elles n'ont pas de pouvoir, elles n'ont que la liberté d'agir. Enfin, une fois de plus, quand je parle d'entreprise, j'aimerais qu'on voit les acteurs qui sont derrière. Alors, à savoir qu'il y a les propriétaires, je répète, sur des propriétaires, je ne vois pas pourquoi vous dites qu'il n'y a pas de propriété. Ils sont propriétaires des actions, bien évidemment, mais les actions sont des droits de propriété sur l'entreprise au sens où je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire sur les résultats de l'entreprise. Mais alors, vous me dites par ailleurs qu'on est dans un monde qui fonctionne mal parce que les mandataires sociaux ont pour seul objectif de défendre les droits des actionnaire. Bon, le bon résultat du fonctionnement de l'entreprise, c'est le profit, et c'est quelque chose bien évidemment d'important. Mais il est illusoire ou naïf de penser qu'une entreprise peut réussir précisément si on ne s'intéresse qu'au résultat, qu'au profit. Une fois de plus, l'entreprise, c'est un nœud de contrat, c'est un ensemble de contrats. Il y a d'abord le contrat originaire entre les actionnaires qui créent l'entreprise, et puis il y a des contrats qui sont passés en particulier avec les salariés, avec les fournisseurs, les clients, etc. Donc il y a échange de volonté libre. Le salarié, il est propriétaire de son capital humain, le capitaliste, il est propriétaire d'une partie de ce que l'on peut appeler le rendement de l'entreprise, et ils échangent entre eux. Et bien évidemment, cet échange ne peut être durable et ne peut être profitable que si on tient compte des intérêts des autres. Un bon capitaliste, c'est quelqu'un qui va tenir compte des aspirations des salariés, par exemple. Et on n'a absolument pas besoin de l'État pour ça. L'État, il s'introduit dans le contrat d'une manière terrifiante, puisque, d'une part, il absorbe la plus grande partie de ce qui est produit par le fait de ce contrat, et d'autre part, c'est la fiscalité, et d'autre part, il intervient par la réglementation. L'État est un obstacle au contrat, n'est-ce pas? Nous avons du chômage, pourquoi? Parce qu'il y a des entrepreneurs potentiels, il y a des salariés qui voudraient bien trouver un emploi, mais s'ils font un contrat, l'État va venir et prélever la plus grande partie du résultat de la richesse qu'ils auront créée grâce à ce contrat. Et puis les réglementations limitent la liberté d'agir des gens. En plus, elles créent ce sentiment que les titulaires de profit sont des spoliateurs, qu'ils gagnent aux dépens des salariés, alors que dans un échange, un libéral le sait bien, dans un échange, eh bien, il y a profit pour tout le monde gagne à l'échange, sinon il ne faut pas l'échange. Donc nous avons un système qui est parfaitement équilibré, un système de droit de propriété, où les responsabilités sont bien déterminées, et je trouve tout à fait aberrant, excusez-moi de vous le dire aussi crûment, mais aberrant de dire qu'il n'y a pas de droit de propriété et que seul l'intérêt des actionnaires est pris en compte. Encore une fois, j'ai absolument pas dit qu'il n'y avait pas de droit de propriété. Il y a un droit de propriété sur vous avez dit que l'entreprise n'a pas de propriétaire. Non. Je vous ai lu. Non. Je vous l'ai lu et vous avez écrit ça. L'entreprise n'a pas de propriétaire, elle ne possède rien. Si vous pouvez laisser finir. L'entreprise n'a effectivement pas de propriétaire. C'est une organisation qui n'existe pas en droit. Donc personne ne peut en être propriétaire. De même que personne n'est propriétaire de l'État. Un peu pour la même raison. Ah, ça n'a rien à voir. Si je peux finalement. Mais comment ça faciliter le débat. Mais je pars quand même, on s'est beaucoup égaré. Je veux retourner quand même sur votre point de départ qui consiste à vous élever contre ce scandale extraordinaire que l'État soit une institution monopolistique. Pas heureusement que sur un seul territoire, il y ait un seul État qui ait le monopole de la violence, parce que sinon, ça s'appelle le régime des bandes armées qui seraient en concurrence en permanente pour pouvoir appréhender de la matière taxable, et donc ça veut dire des mafias. Donc je pense que tout le monde dans cette salle ferait une très mauvaise expérience si on se retrouvait avec une multitude d'États sur un seul et même territoire. Parce que là, pour le coup, la violence, vous l'auriez, et la valeur des droits de propriété disparaît totalement, et la valeur des contrats ne pèse plus grand-chose. L'État, et je ne suis pas un défenseur de l'État avec tout craint en disant tout ce que fait l'État, c'est bien, c'est absolument pas ce que je dis, ni ce soir, ni dans mes écrits.
Mais par contre, il y a des fonctions régaliennes de base qui sont fondamentales à l'existence de l'économie. Il n'y a tout simplement pas... L'État et le marché, l'État et une économie d'échange, ce sont les deux faces de la même pièce. Vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. Et donc, taper en permanence sur l'État, comme vous le faites, en ne faisant pas la distinction entre un État au service régalien, pour résumer, qui serait efficace et qui est absolument fondamental au fonctionnement normal et efficace d'une économie libérale, c'est un petit peu surprenant. Ça semble relever d'une certaine obsession, mais malheureusement, ça empêche la réflexion sur ce que sont les limites normales de l'État dans une conception libérale. Bon. Après, l'entreprise note contrat, bon, c'est vrai que c'est une théorie à la mode, elle est complètement fausse parce qu'il y a une partie du support juridique de l'entreprise qui s'appelle la société par action, et la société par action n'est tout simplement pas un contrat, pour une raison très simple, c'est que par contrat, on ne peut pas décider dans un système libéral de la responsabilité limitée. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a fallu un siècle de lutte par des entrepreneurs qui ont voulu obtenir une libéralisation du droit des sociétés, dont le principe de base, c'est que les associés, qui ne sont pas des actionnaires, sont responsables de l'activité de l'entreprise. Et effectivement, ce que vous décriviez, c'est-à-dire il y a des nœuds de contrat, les gens s'engagent, c'est la liberté qui s'exprime, il y a des échanges, si les gens ne sont pas contents, ils résilient leur contrat, ils passent à autre chose. C'est tout à fait fondé dans une économie où n'existe pas ce principe fondamental dans l'économie actuelle, qui est celui de la responsabilité limitée de l'actionnaire. Qui fait qu'aujourd'hui, et c'est un des graves problèmes dans la gestion des entreprises, grâce aux théories que vous prenez, les actionnaires ont le beurre et l'argent du beurre. Ils ont les privilèges du propriétaire sur l'entreprise, puisque tout le monde, ou presque, comme vous, considère que les actionnaires sont propriétaires de l'entreprise. Mais en même temps, quand il y a des pots cassés à payer, là on met la clé sous le paillasson, on dépose le bilan et on est responsable de rien du tout. Voilà. C'est ça ce dont je parle. Et encore une fois, la différence à faire, et qui est fondamentale, elle est entre l'entreprise, qui est une organisation, qui n'a pas d'existence juridique en soi, et donc personne ne peut être propriétaire, et la société, personne morale, dont les actionnaires sont propriétaires des actions qu'elle a émises, mais qui n'est jamais rien d'autre que le support juridique de l'entreprise. Dire l'entreprise c'est un autre contrat, c'est réduire cette organisation à ce qui en fait est son support juridique, en oubliant au passage l'importance fondamentale d'un dispositif juridique qui est celui de la société par action, qui emporte l'imitation de responsabilité, ce qui, en système libéral, devrait quand même vous être passablement choquant. Je suis bien sûr un défenseur de la responsabilité, mais on peut effectivement discuter de ce problème de la responsabilité limitée. Je crois que ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est qu'on a essayé différentes formes en ce qui concerne les entreprises, et la responsabilité limitée peut-être apparue, je parle avec précaution parce que je ne suis pas un historien, on pourrait peut-être trouver des contre-exemples, la responsabilité limitée est peut-être apparue comme le meilleur des systèmes, en ce sens que c'était le moyen de mobiliser des capitaux importants parce que ça diminuait le risque pour l'investisseur. Mais ce n'est pas parce que la responsabilité est limitée que le droit de propriété disparaît, comme vous semblez le dire. Et simplement, le droit de propriété ne s'épanouit pas dans toute son intégralité, ça je vous l'accorde. Mais n'allons pas jusqu'à dire qu'il n'y a pas de droit de propriété. Il y a une responsabilité limitée. Ce que je déplore précisément, c'est qu'à notre époque, les États, utilisant leur droit de contrainte, leur monopole de la contrainte, imposent la responsabilité limitée. Ce n'est pas du tout les actionnaires, ce n'est pas du tout le marché qui impose la responsabilité limitée, c'est l'État, peut-être parce qu'on a, une fois de plus, constaté que c'était une formule qui était efficace pour le développement économique, mais moi je préférerais un monde plus libéral, où on pourrait avoir des entreprises à responsabilité limitée, des entreprises à responsabilité illimitée, et puis à chacun de choisir. Si le propriétaire d'un patrimoine désire l'utiliser dans une entreprise avec une responsabilité illimitée parce qu'il pense que ça va attirer la confiance des co-contractants, libre à lui de le faire, n'est-ce pas? Donc une fois de plus, tous les mots que l'on peut découvrir quand on y réfléchit, on s'aperçoit que c'est le résultat de la main de l'État,
parce qu'il impose certaines règles alors qu'il faudrait expérimenter. Et si je défends précisément une société libérale, c'est parce qu'une société libérale, c'est une société où l'expérimentation est possible, il n'y a pas une formule unique. Mais je répète, ce problème de la responsabilité limitée, c'est une atténuation du droit de propriété dont on peut discuter, que l'on peut regretter, etc., qui n'est pas du fait du fonctionnement proprement dit de la société libérale, mais aller jusqu'à dire que le droit de propriété n'existe pas sur l'entreprise, cela me paraît absolument erroné. Oui, encore une fois, enfin, la responsabilité, ce n'est pas du tout une atténuation du droit de propriété. Au contraire, c'est donner à l'actionnaire un privilège extraordinaire en système libéral qui consiste à être propriétaire de quelque chose, une action, et d'avoir un pouvoir dans la société qui sert de support juridique à l'entreprise sans en être responsable. Et ce n'est pas l'État qui l'a imposé. Il est jamais, enfin, je veux dire, la société en nom collectif, la société en commandite sont des choses qui sont disponibles pour les acteurs économiques. Nul n'a l'obligation d'opérer en utilisant cette forme juridique qui est à disposition des acteurs économiques. Et historiquement, la société par action a été introduite dans le Code de commerce de 1807, effectivement parce que c'était une manière confortable de concentrer des capitaux. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait une alternative, c'était lever l'impôt. Et au sortir de la période intermédiaire, ensuite de la Révolution française, lever les impôts, c'était très difficile. Donc du coup, on a autorisé la création de sociétés par action, mais uniquement quand il y avait un but d'intérêt public. Alors, ce n'est pas l'État qui l'a imposé, c'est l'État au contraire qui disait « vous ne pouvez utiliser ce type d'instrument qui est une totale aberration dans notre système économique et juridique ». Il y a une jurisprudence du Conseil d'État sur plusieurs décennies qui est très claire sur la question en disant « le privilège de la responsabilité limitée ne peut se justifier que si l'entreprise qui va être financée de cette manière présente un intérêt public ». Et ce qu'il y a de fascinant, c'est que en Angleterre et aux États-Unis, en Angleterre où il fallait un Act of Parliament et aux États-Unis où il fallait une autorisation législative pour créer des sociétés par action, c'était le même principe. On ne pouvait pas créer des sociétés par action sans qu'il y ait un intérêt public pour une raison simple, c'est que l'idée qu'il puisse y avoir responsabilité limitée était totalement antinomique avec une société libérale. Et puis, progressivement, cette libéralisation est intervenue, d'abord en Angleterre, le libre-échange est arrivé et donc les commerçants et industriels français et dans les autres pays ont dit attendez, si on a le libre-échange, il faut qu'on puisse bénéficier des mêmes instruments juridiques. Et donc il y a eu cette libéralisation du droit des sociétés par action, mais qui a fait qu'on a changé de système. On a changé de système parce qu'on est passé à un système vraiment de type capitaliste et plus du tout libéral, et c'est là où, à mon sens, il faut faire une grande différence. C'est-à-dire qu'il y a une partie des acteurs économiques qui voient leur responsabilité limitée, et en même temps, vous leur laissez les privilèges du propriétaire, alors qu'ils ne sont propriétaires que d'un titre qui limite leur responsabilité. Et donc, faire cette analyse pointue, et je comprends que ça impose de faire un petit peu de droit et donc d'aller au-delà de choses qui sont quand même malgré tout un peu superficielles. Si on va dans le détail de l'analyse, on voit qu'on a vraiment ici quelque chose d'assez central dans l'origine d'un nombre de problèmes aujourd'hui, notamment par le fait que les structures de gouvernance des entreprises étant monopolisées par la défense d'un seul intérêt, créent des externalités négatives en excès, alors que beaucoup de problèmes pourraient être gérés au niveau de la gestion des entreprises, et que du coup ça impose à l'État de faire des choses qu'il sait moins bien faire que les entreprises si elles s'en occupaient, si elles n'étaient pas monopolisées par un seul intérêt, qui joue à fond de ce privilège extraordinaire de la responsabilité limitée, tout en ayant le pouvoir. Ce n'est pas un privilège, je ne vois pas pourquoi vous parlez de privilège. Vous dites que l'actionnaire, d'une part, a un droit de propriété qui est limité, d'autre part, qu'il bénéficie de privilèges extraordinaires. Je ne vois pas encore des privilèges extraordinaires. Une fois de plus, c'est une formule qui a été sélectionnée dans le temps comme étant une formule efficace pour produire de la richesse et tout le monde en profite. Ce que je ne vois pas bien d'ailleurs, c'est ce que vous préconisez.
vous préconisez quoi? Que l'on interdise les sociétés à responsabilité limitée? Il faut bien trouver une solution. Parce que actuellement, le système, dans la mesure où il est libéral, eh bien, il fonctionne quand même relativement bien. Le grand problème, c'est tous les obstacles que l'on met à la liberté des contrats. C'est de là que viennent les problèmes de notre époque, c'est pas autre chose. Et donc la prétendue régulation étatique est justement ce qui empêche, qui vide le contrat, qui vide le droit de propriété d'une grande partie de son contenu. Alors ça, c'est le véritable problème sur lequel il faudrait que l'on se penche, beaucoup plus que celui que vous soulignez. Ce qui est préconisé, c'est très simple, je le disais en introduction, le libéralisme met à son cœur l'individu. Et donc le principe de base, qui est celui de son autonomie, c'est lui qui s'autodétermine, c'est lui qui choisit les finalités qu'il veut poursuivre dans son existence, et on veut réduire au maximum l'hétéronomie, c'est-à-dire que l'État ne doit s'occuper que ce dont il doit s'occuper, et d'une manière plus générale, toute norme hétéronome qui s'impose à l'individu doit faire l'objet d'une participation maximale de l'individu à son élaboration. Je m'explique. On a considéré pendant longtemps que fondamentalement le problème du social opposait l'individu à l'État. Et donc l'individu, on lui laisse la plus grande autonomie possible, définition des droits de propriété, contrats, etc., autonomie sociale. Et puis, parce qu'il faut quand même malgré tout, certains le pensent en tout cas, des services de police, un minimum de justice, il faut des routes pour pouvoir circuler, etc. Pour fournir ces services, il faut de l'impôt, parce que ça ne se finance pas tout seul, donc il faut utiliser une méthode de financement qui est hors marché, qui est lever de l'impôt, et on se retrouve donc avec une institution potentiellement dangereuse. En plus, elle a effectivement, c'est l'analyse weberienne, mais elle est juste, elle a le monopole de la violence légitime. Donc c'est une institution potentiellement dangereuse pour l'individu. Elle est donc source d'une hétéronomie forte. Et face à cette hétéronomie, on a essayé de développer des institutions qui viennent limiter l'État et faire qu'il y ait un système plus ou moins démocratique, plus ou moins efficace à contrôler l'État. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir que les institutions de base de l'économie de marché ont relativement peu évolué depuis le Code civil de 1804 et le Code de commerce de 1807, avec cette exception de la production de la société par action, qui vraiment est une révolution. Et alors que les institutions politiques, elles, ont considérablement évolué, parce que notre conception du politique a changé. Ce que je veux dire, c'est que, du point de vue d'un libéral, ce qui compte, c'est de mater l'hétéronomie. C'est toutes les sources d'hétéronomie, et pas seulement l'État, qu'il s'agit de maîtriser. Et aujourd'hui, dans le monde réel, une des grandes sources d'hétéronomie, c'est quand même les grandes entreprises, qui prennent, au sein desquelles sont prises des décisions, qui ont accès à des actifs d'une importance telle que beaucoup, en interne ou en externe, sont affectés par ce qui se passe dans ces lieux de pouvoir, parce que malgré tout, ce sont des lieux de pouvoir, ce ne sont pas que des nœuds de contrats assimilables à n'importe quel autre réseau de contrats. En conséquence de ces nœuds de contrats et des droits de propriété concentrés dans les patrimoines séparés des sociétés par action, on a des pouvoirs, certes classés comme étant des pouvoirs privés, mais du point de vue d'un individu, qui soit public ou privé, ça ne change rien. Ce qui compte, c'est que ce soit des pouvoirs, donc des sources d'hétéronomie, d'un pouvoir qui s'exerce sur les individus, et qu'il convient de développer des institutions, et pas nécessairement étatiques, et a priori pas étatiques, pour permettre de soumettre ces pouvoirs, comme tout autre pouvoir, à la primauté de l'individu. Vous me surprenez vraiment, parce que vous commencez par dire que l'État doit s'occuper de ce qui le concerne, ce que vous appelez les fonctions régaliennes, une expression que je n'aime pas trop pour ma part, et puis après, vous justifiez implicitement une croissance considérable des tâches étatiques, puisque par exemple, vous partez en guerre contre les grandes entreprises, en particulier les grandes entreprises multinationales, sous le prétexte qu'elles auraient du pouvoir. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, elles n'ont pas de pouvoir, parce qu'elles n'ont pas le pouvoir de contrainte, n'est-ce pas?
et elles sont soumises à des règles étatiques. Alors on me dirait, mais ces règles étatiques, elles sont variées selon les États, les grandes entreprises ont la possibilité d'aller d'un point à un autre, d'un territoire à un autre. C'est le grand danger pour les États. Il y a là une concurrence, par exemple une concurrence fiscale, une concurrence réglementaire qui va vers le bas. Alors cela m'amuse vraiment quand même, parce que quand on voit un pays comme la France, où plus de 50% de ce qui est produit est absorbé par l'État, eh bien on est très très loin de l'État minimum des libéraux, de l'État qui aurait uniquement des fonctions régaliennes. J'aimerais beaucoup que les entreprises aient la possibilité de jouer un rôle plus important pour que la concurrence fiscale nous amène vers une situation où il y ait moins de contraintes, moins de réglementation, moins d'impôts. On est malheureusement loin de cette situation, et ça prouve bien que les entreprises n'ont strictement aucun pouvoir de modifier les choses. On va d'un esclavage à un autre avec des nuances. Vous partez en guerre contre les paradis fiscaux, c'est à la mode. Mais s'il y a des paradis fiscaux, c'est parce qu'il y a des enfers fiscaux. Alors ne nous trompons pas de cible. La véritable cible contre laquelle nous devrions lutter, c'est la cible étatique. Parce que la contrainte, c'est quelque chose que nous devons récuser au nom de la liberté, et en particulier le monopole de la contrainte. Les fonctions régaliennes, ça représente quoi? La justice, la sécurité sociale. 5% du budget de l'État français, peut-être 7%. Bon, pas 50%. C'est le prétexte qu'on nous sort indéfiniment pour justifier une croissance indéfinie de l'État. Alors, vous dites tout à l'heure, il faut limiter l'État. Là-dessus, on serait bien d'accord. Malheureusement, on n'a pas mis en place les institutions qui le permettent. Comme disait Frédéric Bastiat, l'État est cette grande fiction par laquelle chacun essaye de vivre aux dépens des autres. Et la réalité de l'État moderne, c'est ça. C'est que c'est un enjeu de pouvoir où chacun essaye d'obtenir aux dépens des autres, dans une guerre où finalement on ne sait plus qui sont les gagnants et qui sont les perdants. Et ça aussi c'est un grave problème. C'est un grave problème parce que l'une des caractéristiques majeures de la fiscalité, c'est que celui qui supporte effectivement le poids de l'impôt n'est pas nécessairement celui qui le paye administrativement. Et donc de ce point de vue-là, un écart qui continue considérable. L'État bouleverse complètement les calculs économiques. On ne sait pas qui gagne, qui perd, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, et c'est une raison, me semble-t-il, suffisante pour diminuer l'État le plus possible et pour laisser la liberté des contrats et donc la liberté des entreprises. Oui, on a à la fois un profond accord et un très grave désaccord, c'est-à-dire que pour limiter l'importance de l'État, il faudrait que les entreprises soient gérées dans le souci de la multiplicité des intérêts qui sont affectés par ce qu'elles font. Et ce qui éviterait à l'État d'ailleurs de devoir venir pour réparer les pots cassés et le payer par l'impôt et venir perturber le fonctionnement du système des prix, etc. Donc, sur le but recherché, il n'y a pas grande différence, si ce n'est que je crois que vous le croyez de bonne foi, donc je le respecte. Mais je veux dire, se plaindre du monopole de l'État, l'idée qu'il y ait des bandes armées en concurrence pour la masse fiscale, moi franchement, ça ne me tente pas beaucoup. Et il y aurait une grande dévaluation de la valeur des actifs si ça fonctionnait comme ça. Donc je veux dire, on ne peut pas faire autrement qu'avec le monopole étatique. Par contre, à partir de là, il convient de le maîtriser et de s'en méfier. Mais rester obsédé sur l'État, alors qu'aujourd'hui la plus grande source d'hétéronomie pour les gens dans leur vie vraie, réelle, concrète, c'est quand même la plupart du temps dans leur lieu de travail que ça s'exprime et que une grande partie du pouvoir le plus autonome qui puisse s'exercer aujourd'hui s'exerce au sein des entreprises parce que précisément elles ne sont pas liées à une mode de terre et donc elles peuvent avoir une très grande autonomie, ce qui est à certains points de vue une très bonne chose, impose d'avoir une compréhension de ce qu'elles sont qui aille bien au-delà d'un nœud de contrat, comme si ça n'avait pas de conséquences sur l'environnement social et naturel. Non, ce sont des organisations puissantes à l'échelle planétaire et je ne suis pas du tout en guerre contre elles. Je les conseille, je travaille pour elles et il n'y a certainement pas de guerre dans mes propos. Mais par contre,
face à la puissance qu'elles ont. Et il y a effectivement des hiérarchies qui fonctionnent au sein de ces entreprises. Ce ne sont pas que des accords de volonté instantanés et qui peuvent disparaître instantanément. Des décisions lourdes, à la fois pour les gens en interne et pour les gens en externe et pour l'environnement naturel. On le sait tous, en tout cas on devrait le savoir. Le bouleversement climatique, c'est pas l'individu, c'est pas que l'État, c'est pas que les entreprises non plus, mais c'est aussi là que les décisions sont prises ou pas pour prendre en compte, au sens fort du terme, les conséquences de ce qu'on fait. Et aujourd'hui, on a un système qui est, encore une fois, structurellement constitué de manière telle qu'on ne prend pas en compte suffisamment dans les décisions économiques qui sont prises au sein des entreprises la totalité des coûts qui sont générés. Et c'est un vrai problème pour nous tous, puisque ça impose que derrière, eh bien, il y ait des demandes d'intervention de l'État et qu'on en arrive à avoir des gens qui ont des positions totalement extrémistes contre l'État en oubliant de séparer le bon grain de l'ivraie. Retrouvons les fonctions régaliennes, ayons des entreprises mieux gérées et on aura un État plus faible. Vous parlez continuellement de fonctions régaliennes et puis en même temps, vous justifiez implicitement un rôle illimité de l'État en ayant recours à ce subterfuge bien connu qui consiste à dire qu'il y a des externalités. Nous sommes des êtres qui vivons en société, les externalités, c'est l'essence même de la vie. Et cette prétention extraordinaire que l'on attribue à l'État de vouloir supprimer les externalités négatives me paraît l'un des dangers totalitaires les plus terrifiants de notre époque. Car tout est externalité, donc l'État devrait gérer toutes nos vies. Si vous me dites par exemple que la vue de ma cravate vous est désagréable, c'est une externalité négative, alors que l'État intervienne pour m'imposer de porter une autre cravate, n'est-ce pas? Tout est externalité. Alors c'est pas un concept aussi flou, absolument pas mesurable, et est un concept extrêmement dangereux. Personne ne pourra jamais mesurer les externalités négatives ou positives, et personne ne pourra jamais dire ce qui est juste et ce qui n'est pas juste pour supprimer les externalités négatives. Alors oui, c'est ça qui me paraît dangereux dans votre discours, c'est que d'une part, vous avez quelque chose de rassurant et de traditionnel sur les tâches régaliennes indispensables que l'État doit remplir. S'il faisait que ça, je m'en satisferais tout à fait. Je pense que d'autres formules sont possibles, mais je m'en satisferais. Et puis par ailleurs, vous ouvrez un champ absolument illimité à l'action étatique, parce que vous prenez ces concepts qui sont des concepts absolument dénués véritablement de sens, même si on peut en donner une présentation mathématique, etc. Et c'est ça qui me paraît donc extrêmement dangereux. J'ai dit tout l'inverse de ce que vous prétendez, c'est-à-dire que c'est précisément parce que les externalités négatives ne sont pas prises en compte au niveau des entreprises que ça ouvre un champ d'intervention énorme au niveau de l'État, et surtout un champ d'intervention inefficace, parce que c'est du replâtrage et de la réparation. Donc c'est tout l'inverse que je préconise. C'est pas du tout que ce soit l'État qui vienne corriger le jeu des externalités négatives. C'est au contraire que dans la gouvernance de l'entreprise, ce sont des choses qui soient prises en compte. Et voilà, donc c'est pas du tout un blanc-seing donné à l'État de s'ouvrir tout ce type d'action. C'est l'exact inverse que j'ai dit. Quand vous parlez de création d'externalités ou de responsabilité sociale des entreprises, vous semblez... J'en ai pas parlé. Tout à l'heure, vous avez utilisé ce terme quand même. Une fois, vous l'avez utilisé. J'ai pas parlé de... Enfin bon, de toute façon, c'est une expression qui est souvent utilisée et qui appartient à ce domaine des externalités. Mais vous devez savoir que je l'ai fortement critiqué, si vous m'avez vu. Je ne l'ai pas perçu, mais enfin bon. Toujours est-il que vous me dites que les entreprises ne tiennent pas compte de ces externalités qu'elles créent, et il me semble que
vous justifiez en particulier justement l'action redistributrice de l'État de ce point de vue-là. Mais une fois de plus, il faut revenir au fondement même des choses, de manière rigoureuse. Les entreprises sont des nœuds de contrat, des ensembles de contrats, et dans un contrat, eh bien, nous avons deux personnes ou deux groupes de personnes qui se rencontrent et chacun cherche son intérêt. Et la responsabilité de chacun, c'est de respecter le contrat, de permettre à chacun de réaliser ses propres fins. Donc fondamentalement, l'entreprise permet à chacun de réaliser ses propres désirs, sous les contraintes bien évidemment qui existent, les contraintes de rareté, etc. Et une fois de plus, ce qui vient troubler le jeu, c'est la prétention de l'État à porter un jugement sur le résultat de cette immensité des contrats dont les contenus sont variables, difficiles à saisir, etc. Et je ne peux donc que répéter que le grand danger, c'est cette immixtion sous le prétexte de résoudre des problèmes que les entreprises ne prendraient pas en charge. Si on les laissait libres d'agir, eh bien, si on les laissait libres d'agir, ça veut dire si chacun des partenaires d'entreprise était libre d'agir, eh bien, ils se mettraient d'accord justement pour créer des externalités qui sont désirées par les uns et par les autres, des externalités positives. Donc, si je vous comprends bien, l'accroissement des suicides au travail, c'est dû à une immixtion de l'État. C'est un peu facile comme... Est-ce qu'il y a... Je comprends, j'en sais rien, je n'ai pas étudié le problème, mais c'est peut-être vrai, j'en sais rien. C'est un peu facile comme... c'est peut-être le fonctionnement de la société. Ce qui me frappe, n'est-ce pas, c'est que nous sommes dans une société très aigrie, où il y a justement où chacun essaye de lutter contre les autres. Il y a un sentiment de malaise qui se crée parce qu'on ne peut pas réaliser soi-même son propre destin. C'est peut-être ça qui est la cause des suicides, j'en sais rien. Je n'ai pas étudié le problème, donc je ne vais pas prétendre dans un sens ou dans un autre. Peut-être j'en vais aller au bout de mon propos. Il me semble, mais on ne voit pas de quoi l'heure. Vous êtes quasiment à l'égalité de temps de parole. Ah, bon, on est fort. Alors on va passer aux questions. Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors moi j'en ai deux, une pour chaque intervenant. Peut-être que je vais les grouper pour gagner du temps. Alors la première s'adresse à Monsieur Salin. Vous dites que les multinationales n'ont pas le pouvoir de contraindre, contrairement à l'État. Mais, alors j'anticipe un petit peu votre réponse, mais je vais quand même vous poser la question. Les multinationales ont les moyens de payer des lobbyistes politiques qui font pression au niveau des gouvernements, des parlements, et donc qui peuvent influer la décision politique pour que des normes arbitraires soient prises pour limiter l'entrée de nouveaux acteurs. Je ne sais pas, il y a par exemple les oligopoles constitués au niveau de la téléphonie, il peut y avoir des normes de qualité tellement élevées qui sont imposées par le législateur et qui ont été promues par des entreprises que le marché est faussé. Donc finalement, les multinationales peuvent aussi s'appuyer sur le bras séculier de l'État pour contraindre. Évidemment, le problème, ce sera le bras séculier, mais quand même, je voulais quand même avoir votre réponse parce que ça remettait en cause une idée finalement que les multinationales sont simplement des entreprises. Elles peuvent se transformer en administration d'une certaine façon. Voilà, donc je voulais avoir votre réponse. Peut-être que je passe à la deuxième question et puis je vous laisserai répondre. Et sinon, c'est une question, Monsieur Robet, plutôt de stratégie politique. C'est dans la mesure où, vous l'avez tous les deux rappelé, l'État a largement dépassé la sphère des simples missions régaliennes et qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il faut y revenir. Quelle est la meilleure stratégie pour y revenir? De prôner quelque chose de modéré ou carrément d'avoir une vision plus radicale, de dire que dans l'idéal, il faudrait pas d'État Mais en fait, si vous voulez, j'ai un peu la métaphore que j'utilise souvent de deux marcheurs qui sont encordés et qui marchent sur une ligne de crête. Il y en a un qui tombe d'un côté et l'autre est obligé de se jeter de l'autre côté pour éviter que tout le monde tombe. Et là, c'est un petit peu avec l'accroissement depuis plusieurs décennies, même plusieurs siècles, du poids de l'État. Est-ce qu'il ne faut pas
pour revenir à l'État régalien, prôner sa suppression. Et puis peut-être qu'on arrivera à quelque chose de plus modeste, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une question de stratégie politique. Peut-être que je vais laisser Monsieur Salin. Monsieur Salin, d'abord. Mais je réponds à votre question. Je crois que vous avez vous-même perçu la réponse que je pouvais donner, à savoir que, bien évidemment, je suis d'accord avec vous que les multinationales, et pas seulement elles, toutes les grandes entreprises, elles ont des moyens de lobbying. Mais pourquoi le lobbying existe? Parce que l'État existe et parce qu'il prétend qu'il a un rôle à jouer dans la vie économique. Et ça, je crois que c'est une chose qui est effectivement assez grave. Et ça donne une vision distordue du capitalisme. À savoir qu'on assimile souvent, et en particulier en France, le capitalisme au CAC 40, aux multinationales, aux grandes entreprises. Le capitalisme, c'est d'abord, je le rappelais tout à l'heure, un système de droit de propriété légitime, mais personnellement, je crois particulièrement au capitalisme des petites entreprises qui sont possédées et gérées par leurs propriétaires, et où, bien évidemment, la responsabilité est tout à fait claire. Là-dessus, je pense que nous sommes d'accord. Et en un sens, je trouve presque miraculeux que les grandes entreprises existent, parce que c'est vrai que les décisions sont plus difficiles à prendre, que les grandes entreprises peuvent être presque des grandes bureaucraties, et qu'il y a, contrairement à ce que l'on dit souvent, à savoir des économies d'échelle, il y a des déséconomies de type organisationnel, n'est-ce pas? Et pourquoi elles existent, les grandes entreprises? C'est peut-être justement parce que les lobbyistes existent et parce que les États les soutiennent. On a tous vu pendant la crise récente, n'est-ce pas, cette idée refleurir, too big to fail, trop grand pour faire faillite. Et c'est vrai que les États ils se préoccupent des grandes entreprises parce que c'est visible. Les petites entreprises, ils s'en fichent un peu. Alors souvent on dit que le capitalisme a tendance à aller vers la concentration, mais c'est en grande partie justement à cause de ce que fait l'État. Les lobbyistes, ils ont la possibilité d'agir pour faire prendre des décisions. Par exemple, on le voit aujourd'hui même, il y a une pression pour que Air France achète des Airbus et pas des Boeing. Je suis scandalisé par ce genre de choses, n'est-ce pas? Ça ne fait pas partie des tâches régaliennes de l'État quand même, certainement pas. Bon, alors, si on supprimait l'État, eh bien, les lobbyistes, ils disparaîtraient, et peut-être qu'on aurait moins de grandes entreprises. Vous savez, c'est Hernando de Soto qui dit ce qu'on appelle les capitalistes, c'est en fait des nomenclaturistes qui sont proches de l'État, qui bénéficient de subventions, de protection douanière, etc. Et les vrais capitalistes, ce sont les pauvres, qui luttent contre des obstacles administratifs considérables et qui mettent toute leur énergie et qui ont beaucoup de mal à survivre, mais qui finalement permettent à un pays de survivre. Donc il faut qu'on change, je crois, cette vision distordue que trop de gens ont du capitalisme. La concentration des entreprises, elle est bien souvent le résultat de politiques explicites. Et dans un pays comme la France, c'est tout à fait clair, nous avons une nomenclatura qui est à la fois politique et économique. Les grandes entreprises françaises sont dans une large mesure dirigées par des énarques, c'est quand même caractéristique. Ça prouve bien que c'est important d'avoir un carnet d'adresses. C'est ça qui compte beaucoup plus que la compétence. Et donc nous ne sommes pas du tout de ce point de vue-là, pas d'autres points de vue non plus, mais nous ne sommes pas du tout dans un système libéral. Oui, du coup on voit à quel point les entreprises posent un problème de gouvernance pour les libéraux. Mais pour répondre à votre question, je ne vais pas y répondre, parce que je ne sais pas y répondre. Pourquoi? Parce que vous dites comment est-ce qu'on peut revenir à l'État régalien, et on ne revient pas en arrière, l'histoire avance. Hein. On vit une période exceptionnelle qui est celle de la globalisation de l'économie. La globalisation de l'économie change tout. Et elle va changer notamment ce que fait l'État, ce que peut faire l'État et ce qu'il va faire à l'avenir. Et je pense que ça va effectivement pousser l'État à sortir d'un certain nombre d'activités qu'il ne pourra tout simplement plus financer, parce que la mise en concurrence des États va être telle qu'il ne pourra pas le faire, et pour certaines choses, c'est pas normal. Pour d'autres choses, c'est plus problématique. Et ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a un minimum qui est celui de la sécurité,
celui de la protection des droits et celui du respect des individus, qui est le niveau plancher en dessous duquel il ne faudrait pas descendre. Et d'une certaine manière, la globalisation va non pas faire revenir à l'État régalien, mais très probablement on va faire disparaître un certain nombre d'activités qui peut-être pourront être mieux exercées au niveau des entreprises. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, s'il y a une stratégie politique à avoir, puisque c'était l'origine de votre question, elle ne se situe pas tellement au niveau de l'État, parce que la marge de manœuvre des États est très faible. Qu'on ait un président de gauche, de droite, tel ou tel Premier ministre, ça ne change pas grand-chose. La capacité à faire les choses est très limitée. Elle est très limitée par l'insertion dans un système qui est beaucoup plus fort que n'importe lequel des États, y compris aujourd'hui les États-Unis. Par contre, il y a une institution politique où il est possible d'avoir des stratégies, parce qu'elle est proche de la réalité des gens, elle est proche à la fois des problèmes et donc des solutions, c'est l'entreprise. C'est pour ça que je pense qu'il faut avoir une pensée plus subtile sur ce qu'est l'entreprise, pour comprendre à quel point c'est une institution politique fondamentale, notamment dans un monde ouvert où on n'a pas de système démocratique et de toute façon on ne saurait pas le faire fonctionner. Mais par contre au niveau de l'entreprise on peut faire des choses. Donc les stratégies, à mon sens, doivent se situer à ce niveau-là et implicitement, enfin, par voie de conséquence, un certain nombre de fonctions qui aujourd'hui sont au niveau de l'État n'auraient même plus raison d'être. Alors, une autre question. Je peux poser également 2 questions. Je vais poser une question à M. Salin sur la question des actionnaires propriétaires de l'entreprise et l'idée que les dirigeants d'entreprise doivent maximiser la valeur pour les actionnaires. Je crois que c'est une idée que Jean-Philippe Robé critique assez souvent. Et il me semble que, tel que vous l'avez présenté, on peut s'associer de différentes manières. Et ce qui prime, ça va être, vous l'avez dit, l'autonomie, la volonté des partis. Donc on peut imaginer qu'il y a des associations où les actionnaires vont avoir tous les profits. Il y a d'autres associations où ce n'est pas le cas. Il peut y avoir des bonus, des parts variables pour certains salariés. Il peut y avoir des associations sans actionnaires, comme des mutuelles, où c'est encore quelqu'un d'autre qui porte le profit. Donc est-ce que vous seriez d'accord, M. Salin, pour dire que, comme Jean-Philippe Robé, il n'y a pas de raison a priori que les managers soient dédiés, consacrés corps et âme pour maximiser la valeur actionnariale, parce que je crois que c'est un point que vous critiquez souvent. Et puis ma question à Jean-Philippe Robé, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi vous parlez de privilèges concernant la responsabilité limitée? Là, j'ai du mal à comprendre. Je pourrais vous donner des exemples, à mon avis, qui permettraient de faire des associations à responsabilité limitée sans avoir pour autant l'intervention d'un législateur. Et l'idée que, historiquement, on a pu obtenir ce droit par une décision légale, ça ne veut pas dire pourtant que c'est un privilège, parce qu'en gros, les autres formes d'association étaient toutes interdites par défaut. Tout ce qui n'était pas autorisé par la loi était interdit. Donc dès lors que ça devient autorisé, on ne peut pas parler de privilège. Voilà. Mais j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Tu veux commencer, M. Salin? Oui. L'idée sur laquelle les managers doivent maximiser la valeur actionnariale est une idée qui, a priori, me paraît saine, parce que le profit, c'est quand même la marque de la réussite. Le profit existe si on produit des biens et services qui donnent satisfaction. Donc tout le monde en profite. Et j'ajouterais qu'une entreprise ne peut durablement faire du profit que si elle satisfait également ses salariés, bien évidemment. Donc c'est quand même un indice qui est satisfaisant. Le problème, c'est que justement les managers, dans les grandes entreprises, ont une certaine liberté d'action par rapport à l'actionnariat. J'ai souligné cet aspect du problème dans mon livre sur la crise, parce qu'on a beaucoup critiqué le fait que les banquiers, c'est un terme un peu général et un peu vague, aient pris trop de risques pour maximiser leurs revenus. Et je crois qu'il faut justement distinguer, quand on parle des banquiers, 2 choses, les managers et les propriétaires. Il faut toujours revenir à cela. Et je crois qu'on peut contraster ce qui se passait au XVIIIe ou une partie du XIXe siècle, où il y avait un grand nombre de petites banques possédées par des vrais capitalistes propriétaires, qui étaient donc responsables, et qui ne prenaient pas trop de risques pour ne pas faire faillite. Nous sommes dans une situation différente, et je serais tenté évidemment, mais sans prendre le temps de l'expliquer, de dire que c'est en grande partie la conséquence de l'action étatique, mais nous sommes dans une situation différente. On a des grandes banques avec un actionnariat très dispersé qui ne peut pas facilement exercer son contrôle, j'en suis tout à fait d'accord. Et donc les décisions véritables sont prises par le manager, qui sont des salariés, et un salarié, qu'est-ce qu'il essaye de faire?
d'obtenir le rendement maximum dans le court terme, alors qu'un capitaliste, il voit le long terme, il ne veut pas faire faillite. Les managers n'ont pas pour seule préoccupation la maximisation de la valeur actionnariale, ils ont aussi la maximisation de leur rendement, et c'est un problème organisationnel qui est important pour les firmes, pour les entreprises, pour les grandes entreprises, bien évidemment. Vous avez évoqué les mutuelles, les fonds de pension. Je serais un peu tenté de dire la même chose. Les fonds de pension qui ne sont pas capitalistes, il y en a qui sont capitalistes, mais les fonds de pension qui ne sont pas capitalistes, eh bien, les décisions sont prises par les managers et ils se préoccupent d'avoir un rendement important parce qu'ils justifient leur propre rémunération et ça leur est un peu égal, le long terme leur est un peu égal. Une fois de plus, dans un monde véritablement capitaliste, qui est un monde de responsabilité, on voit le long terme, et dans ce cas-là, le profit est évidemment un indicateur satisfaisant. Et sur le privilège, donc responsabilité, limité, privilège, pourquoi utiliser ce terme? Bon, déjà, l'étymologie, privilège, c'est privata lex, donc c'est une loi privée, quelque chose qui s'adresse qu'à une catégorie de personnes. Et le principe général pour nous tous, en système libéral, c'est d'être responsable. Nous sommes tous totalement responsables de chacun de nos actes et de nos choses. Et vous disiez, on pourrait trouver des solutions où on pourrait organiser une responsabilité limitée sans recours à la loi. Pour des petites organisations en matière contractuelle, éventuellement oui, mais certainement pas en matière délictuelle. C'est-à-dire qu'il y a deux sources, je ne vais pas faire un cours de droit, mais il y a deux sources de responsabilité dans notre système juridique. C'est la responsabilité des contrats que vous avez volontairement conclus. Vous êtes engagé à X, vous devez faire X. Si vous ne faites pas X et que ça crée un dommage, vous devez dédommager le dommage créé. Et puis, il y a le dommage délictuel. Le dommage délictuel, c'est l'accident de voiture. Vous blessez quelqu'un avec votre voiture, il y a le crime de l'assurance, mais vous devez dédommager la personne. Et évidemment, si la voiture est utilisée dans le cadre d'une activité entrepreneuriale, vous ne savez pas, a priori, qui vous allez renverser. Donc vous ne pouvez pas passer un contrat par avance avec la victime d'un dommage. Donc vous ne pouvez pas, sans loi, vous protéger de la responsabilité illimitée. Et c'était très important au moment de la montée de l'industrialisation, parce qu'avec le machinisme et les risques industriels de plus en plus importants, la responsabilité délictuelle, ça pouvait mener loin, même si le système de reconnaissance de responsabilité n'était pas le même. Donc, encore une fois, sans loi, sans une loi privée qui vraiment n'est destinée qu'à une catégorie de personnes pour une catégorie de biens, les propriétaires d'actions qui ont une responsabilité limitée par rapport à ce qui va être fait dans la société qui a émis les actions. Oui, on peut. Alors, on peut appeler ça un privilège. J'appelle ça un privilège. C'est pas particulier. Enfin, le mot est peut-être un peu provocateur. Il n'est pas particulièrement important. C'est juste pour montrer que c'est vraiment décalé par rapport à nos règles de base. Nos règles de base, je dis les règles de base, vous voyez, c'est à quel point l'activité professionnelle. Les règles de base, c'est, on rappelle en permanence, la responsabilité de chacun pour ce qu'il fait et pour ce qu'il a. Voilà. Autre question? Une question, je ne suis pas du tout économiste, donc je n'emploie pas vos conventions linguistiques, mais j'ai quand même essayé. Vous disiez tout à l'heure que l'État serait une convention qui régulerait notre liberté. Donc ce serait une grammaire qui nous permettrait ou qui produirait nos concepts de liberté. Alors, à partir de là, comment critiquer au nom de la liberté des lois qui elles-mêmes produiraient nos libertés? Alors vous allez me dire que c'est par l'expérience de notre liberté que nous révérons ces lois et perfectionnons. Mais ce ferait de vous un peu le petit-fils d'Auguste Comte. Vous vous adressez à moi? Je ne pense pas avoir dit que l'État était une convention, parce que je ne crois pas du tout ça. Si je l'ai dit, il faut que... Mais non, pas du tout. L'État, c'est une organisation avant tout. C'est un certain nombre d'activités qui sont rassemblées dans une personne morale unique, qui sont à l'origine des activités de sécurité. Donc sécurité vis-à-vis de l'extérieur, c'est l'armée. Sécurité vis-à-vis de l'intérieur, c'est fondamentalement la police ou la gendarmerie, selon qu'on parle des villes ou des campagnes. Et puis c'est, et ça a été toujours fondamental, le service de la justice. Donc ça, c'est la base absolue de ce qu'est un État. Et sur toutes ces choses-là,
il faut sur un territoire un monopole. Donc l'État, pour moi, c'est pas du tout une convention, c'est avant tout une organisation. Mais comment critiquer cette organisation sans être soupçonné de porter atteinte à la liberté des autres? Si vous voulez, on peut quand même critiquer l'ampleur que l'organisation prend. Si l'organisation dit tous les mardis vous porterez une cravate rouge, cette organisation est censée exister pour la défense d'un intérêt commun. D'accord ? Donc c'est la boussole de l'activité de l'État. Si une activité ne peut pas être justifiable rationnellement par un intérêt commun, c'est une action qui n'est pas défendable, c'est une norme créée qui n'est pas défendable du point de vue de la rationalité de l'existence de cette organisation. Donc l'intérêt général, si vous voulez, est la boussole qui permet de déterminer où se situe, et c'est un objet de débat d'ailleurs, c'est ça la démocratie, et des gens différents ont des points de vue différents sur ce qu'est l'intérêt général et jusqu'où il faut aller, et je suis sûr que Pascal Salin a une conception vraiment très qui lui est personnelle. Mais ça c'est sur l'aspect, ce qu'on peut faire avec cette organisation qu'il nous faut avoir. Oui, je voulais juste pour finir, on a un autre aspect qui est, quelle que soit la finalité d'intérêt commun qu'on définit comme étant légitimement poursuivi par l'État, il y a un certain nombre de droits individuels que de toute façon on ne peut pas atteindre. C'est ce qu'on appelle les droits de l'homme, où là, il n'y a rien qui puisse justifier de les atteindre. Mais en même temps, l'attention de la personne ne serait pas reconnue d'une certaine façon, et ni l'individu. J'ai pas compris votre question. C'est-à-dire que s'il y a des lois qui sont générales, comme les droits de l'homme, et qu'on ne peut pas remettre en cause, on ne pourrait pas penser l'intention de la personne ou la personne la juger en tant qu'individu selon une circonstance particulière. Si par rapport à la norme en question, si elle a violé cette norme, on peut bien avoir une appréciation des faits et considérer si oui ou non elle respecte la norme considérée. Après, c'est un problème de... Je voudrais juste réagir à ça parce que précisément les droits de l'homme, ça ne relève pas de la loi, ça relève des grands principes du droit, ce qui n'est pas la même chose, n'est-ce pas? Et quant à l'intérêt général, c'est encore une de ces fictions dangereuses. Ça ne peut pas exister, l'intérêt général, c'est ce qui est invoqué pour justifier l'action étatique. Mais si vous avez par exemple une majorité de gens qui décident de spolier l'autre moitié, comme c'est le cas en France par exemple, eh bien c'est pas légitime pour autant, c'est pas l'intérêt général, c'est l'intérêt des spoliateurs par rapport aux spoliés, c'est tout. Alors faisons attention à cela. Et c'est pour ça qu'on a une déclaration des droits, pour essayer d'éviter ce genre de choses. Oui, mais on ne le respecte pas. Ça marche. Parce que dans la déclaration des droits, il y a le droit de propriété, justement. Et le droit de propriété, il est mis à mal pour les raisons que nous avons vues tout à l'heure, par la fiscalité et la réglementation. Alors, autre question. Oui, là je change complètement de registre et je vous propose des idées qui vont faire aussi un test de vos positions respectives. Donc la première, c'est une idée lancée par un professeur de l'école de Chicago avant Enquête dans les années 20, donc avant Friedman, qui proposait dans un pamphlet intitulé « Un programme positif pour les laisser-faire » de limiter la part des marchés des entreprises à 5%. C'est une forme de régulation industrielle pour limiter la concentration des grandes entreprises. Et la deuxième idée vient d'un autre professeur libéral, je pense, lui aussi à Chicago, il s'appelle Staub, dans les années 50, où il proposait d'introduire un intérêt calculatoire sur les fonds apportés par les actionnaires dans l'entreprise, de manière à leur attribuer un coût et établir la rémunération de ces actionnaires. Ce qui comporte évidemment une identification de la part des profits qui revient aux actionnaires, qui serait en fait un coût comme les autres capitaux, d'autres ressources qui sont apportées. Donc je m'aimerais bien avoir, qu'est-ce que vous en pensez de ces deux idées, et aussi bien sur le plan idéal, donc conceptuel, que sur le plan opérationnel, parce que oui, il y a des dérivés. Je tentais de dire qu'ils n'étaient pas très libéraux. C'était limiter à 5% la part de marché, c'est irréaliste d'abord, parce que
quelles sont les frontières des marchés? Est-ce que c'est, par exemple, les ordinateurs, ou c'est les ordinateurs qui ont une pomme dessus? Vous pouvez donner des définitions complètement différentes du bien dont vous définissez le marché. Donc c'est irréaliste, mais par ailleurs c'est extrêmement dangereux aussi, parce que tout innovateur a forcément 100% de part de marché, sinon il n'y aurait pas d'innovation. Et donc pendant un certain temps il a 100%. Si on veut limiter à 5%, on interdit toute innovation. Donc c'est une absurdité, et les vrais libéraux ils peuvent pas admettre ce genre de réglementation. Quant à l'autre idée consistant à introduire un coût, si j'ai bien compris votre question, un coût du capital comme on le fait pour les emprunts, mais c'est précisément nier la fonction propre du profit. Ce n'est pas un coût pour l'entreprise, c'est un investissement dont on espère un rendement. Donc déduire un intérêt au titre du coût du capital, ça me paraît une contradiction dans les termes. C'est une idée qui est souvent d'ailleurs exprimée, on parle du coût du capital, mais ça n'a pas de sens, le coût du capital. Il y a le coût de l'emprunt, et puis c'est tout. Et puis par ailleurs, il y a le capital, mais ce n'est pas un coût, c'est un investissement. Non, juste sur ce dernier point, c'est vrai que du point de vue de la société, pas de l'entreprise, mais de la société, le capital c'est une ressource extérieure comme une autre, donc il faut la rémunérer. C'est vrai que la question peut se poser, non pas nécessairement de plafonner le profit, on pourrait prendre le taux d'intérêt pratiqué dans l'industrie plus une marge de risque, puisque fondamentalement c'est ça. Pas nécessairement plafonner, mais par contre de l'utiliser comme indicateur pour venir limiter la capacité des actionnaires à se débarrasser d'un management qui s'occuperait d'autres intérêts que celui des actionnaire. C'est-à-dire que s'ils sont rémunérés, en gros, comme le marché rémunère les autres entreprises dans le même secteur d'activité, ils n'ont pas à se plaindre. Hein, voilà. Mais ça serait pas un maximum, ça serait plus un référent. Alors, avant-dernière question. Oui, je suis assez séduit par votre analyse, donc, M. Robet, sur la responsabilité des actionnaires. Considérer qu'effectivement, un actionnaire dans une entreprise, et je parle là, vous parlez des grandes entreprises, hein, donc des entreprises, puisque il y a un autre champ qui est celui des entreprises patrimoniales. Je peux en parler parce que j'en ai une où la responsabilité des entrepreneurs est largement engagée, même si c'est une société à responsabilité limitée, puisque donc on demande aux chefs d'entreprise d'être caution sur ses biens propres. Mais en fait, ce que vous mettez en cause, c'est donc la, je dirais, responsabilité limitée donc de ces entreprises au profit de ce qui existe d'un point de vue juridique. Ce sont les sociétés en nom collectif. C'est donc des entreprises où les actionnaires s'engagent sur leurs fonds propres, en quelque sorte. C'est le cas de la Lloyd, par exemple, qui est un exemple dans ce domaine où les actionnaires sont aussi responsables sur leur fortune personnelle. J'ajoute d'ailleurs que à la Lloyd, on ne rentre à la Lloyd que quand on a un certain montant de patrimoine, donc tant qu'à faire, quitte à être responsable sur ses biens propres, autant que ce soit sur un montant conséquent. Mais c'est le cas de Michelin, par exemple, qui est une société en nom collectif. Mais pour autant, je rejoins ce qu'évoquait Pascal Salin en disant que dans le contexte franco-français, et vu le système, je dirais, institutionnel qui est le nôtre, on peut très mal, on imagine mal en fait que ce principe puisse être opérationnel dans la mesure où un entrepreneur ou une entreprise n'est pas complètement responsable, je dirais à moitié, puisque en fait l'État intervient pour moitié, sous forme déjà de son interventionnisme fiscal, social, et qui donc rend en fait inopérant, donc je dirais, ce principe de responsabilité. Oui, la question porte sur les fonctions régaliennes en fait qu'on a, je dirais, rapidement brossées. Vous avez évoqué en fait le principe qui veut que
l'État serait légitime pour exercer un certain nombre de fonctions. Vous avez cité l'exemple de la sécurité. Or, je vois, moi, je dirais tous les jours, le fait que eh bien, cette fonction est très mal assurée, qu'on fait appel à des entreprises privées pour exercer eh bien, le gardiennage. Donc, comment, d'un point de vue, je dirais, de l'analyse conceptuelle, est-ce que vous ne pouvez pas considérer que des fonctions qu'on appelle régaliennes et que vous avez définies comme légitimes pourraient être assurées autrement par une organisation de la vie civile et sous forme privée? Elles le sont déjà souvent, parce que les États remplissent mal leur rôle. Deux choses quand même. Je ne suis pas contre l'action, je ne suis pas contre les actionnaires et je ne suis pas contre les sociétés par action. Ce que je dis, c'est qu'il faut tirer la conséquence du fait que les actionnaires ne sont propriétaires que des actions et pas des entreprises. Mais voilà, je dis rien d'autre que ça. Et sur plus de détails, je vous renvoie à mes écrits. Après, sur le fait que les fonctions régaliennes soient mal remplies par l'État, c'est malheureusement quelque chose qu'on constate. Le service de la justice fonctionne très mal. La sécurité, on ne peut pas dire qu'on soit tous fous de joie de la manière avec laquelle notre sécurité est assurée. Et donc, de ce point de vue-là, il y a un vrai problème d'insuffisance d'État. Alors, qu'on puisse avoir le renfort d'entreprises privées pour avoir un système de sécurité dans sa maison de campagne ou pour protéger tel ou tel bien, malheureusement, c'est une nécessité du fait que cette fonction régalienne est mal remplie. Et trop la développer, c'est source d'insécurité, parce que vous vous retrouvez avec des gens armés. Aujourd'hui, heureusement, le type d'arme qu'ils peuvent avoir n'est pas extrêmement dangereux, mais c'est quand même des gens qui circulent avec des armes, alors certes avec des obligations en termes de parcours personnel, mais c'est un minimum d'avoir un casier judiciaire vierge, etc. Mais bon, les dérives sont vite là si on privatise tout ça. Oui, nous sommes d'accord pour dire que l'État remplit mal son rôle, même pour ce qu'on appelle les fonctions régaliennes. Et je crois que c'est prévisible, parce que l'État repose sur un principe d'irresponsabilité. C'est-à-dire que ceux qui prennent des décisions ne supportent absolument pas les conséquences de ce qu'ils décident. Donc je préfère pour ma part avoir recours au service de gens responsables qu'au prétendu service de gens irresponsables. Et c'est pourquoi la formule capitaliste est toujours la meilleure, y compris pour les fonctions régaliennes. Alors justement, moi ma dernière question sera sur ce point précis. C'est-à-dire qu'il me semble que pour les multinationales, qui est un des sujets qui a été abordé, il y a quand même un problème au bout d'un moment de ce qu'on appelle la taille critique, le seuil critique, au-delà duquel il y a clairement des abus de pouvoir qui sont pris, non pas parce que l'entreprise est mauvaise en elle-même, mais parce que justement le seuil critique étant dépassé, on est tenté d'abuser de ce pouvoir, et l'État a inventé, enfin Montesquieu, la démocratie plutôt que l'État, a inventé la séparation des pouvoirs justement pour réguler ça. Or, les multinationales en elles-mêmes n'ont pas d'autres régulateurs que, disons, l'OMC ou l'État ou autre. Alors, est-ce que c'est une mauvaise chose? Je vais vous donner un exemple sur lequel vous allez pouvoir réagir. Je ne sais pas si vous êtes au courant, par exemple, Ford avait volé à un entrepreneur, à un innovateur justement, ils avaient volé le système, vous savez, des essuie-glaces automatiques. Donc l'entrepreneur l'avait inventé, il l'avait présenté à différents constructeurs et Ford lui a volé. Et ce constructeur, donc ça a même donné l'objet d'un film dont j'ai oublié le nom, mais qui démontrait qu'en fait l'inventeur s'était battu toute sa vie contre Ford, mais que les forces étaient tellement disproportionnées qu'il avait perdu finalement, alors qu'il était dans son plein droit. Mais Ford étant tellement important en termes de taille critique, justement, ils avaient pu lui voler son invention et faire des milliards avec, puisque c'était le système qui s'est généralisé par la suite. Donc là, il n'y avait pas l'État, et par contre, il y avait cette histoire de taille critique. Donc est-ce qu'il faudrait la réguler à ce niveau-là? C'est une question ouverte. C'est une prétention aussi de vouloir réguler la taille critique sous prétexte qu'il y a un pouvoir. Je ne connais pas cet exemple, mais d'après ce que vous dites, il y a eu quand même, là encore, une défaillance du droit, de la justice étatique, puisqu'on n'a pas reconnu... J'ai oublié de dire que Ford avait corrompu en plus les juges.
Ben voilà. Ils sont corruptibles. Eh bien, si on était dans un système de juges en concurrence les uns avec les autres, ben, un juge corruptible, il serait vidé du marché. Ce serait toute la différence. Donc, c'est d'accord. Non, j'ai rien à ajouter là-dessus. Très bien. Messieurs, merci beaucoup pour votre temps et d'avoir répondu à la question.